On va démarrer pour vous présenter donc cette nouvelle actualité du 17 juin avec Nathalie donc Pezzetti du cabinet Anticipé que vous connaissez pour présenter l'actualité brûlante des congés, ou alors c'est tu nous diras si c'est le climat qui est brûlant ou l'actualité, Nathalie. J'ai bien choisi mon thème, hein, vous avez vu. Oui, je pense, oui. Ouais. Alors, pour ceux qui ont vu le teasing, je parlais de maillot de bain, je ne croyais pas si bien mais dire. Oui, c'était tout à fait d'actualité. Bon, je vais vous présenter rapidement donc Externa. Moi, je suis Sylvie Diamantoglou, responsable du développement commercial chez Externa, et j'en profite aussi pour présenter Externa pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais également remercier les clients et les clientes qui sont présents et qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Donc Externa est le partenaire des entreprises pour la gestion de la paye, des ressources humaines, et nous proposons aussi des offres pour les accompagner vers la transformation digitale de leurs services RH. Alors rapidement nos offres, donc un offre de traitement de paye en mode externalisé et une offre de service permettant aux entreprises de produire leur paye en interne. Nous sommes partenaires de 2 éditeurs, Sage et Silae. Et Externa donc produit la paye sur ces 2 outils que nous mettons également donc à disposition en mode SaaS pour les clients qui souhaitent produire leur paye en interne. Nous proposons également un outil de distribution multicanal des bulletins de salaire qui s'appelle Envoi. Le bulletin numérique est la norme, mais pas obligatoire, comme vous le savez. Nous proposons également un SIRH, une plateforme pour centraliser la gestion des RH, et Externa est intégrateur de la solution EasyRH. Qui est Externa? C'est un cabinet donc à taille humaine de 25 salariés, et tous nos gestionnaires produisent la paye depuis notre siège toulousain. Nous avons aussi un bureau commercial à Paris. Nos clients sont des entreprises sur tout le territoire français, allant de 1 salarié à 4000 salariés dans tous les secteurs d'activité. Nous couvrons environ une centaine de conventions collectives. Et en 2021, nous avons produit 150 000 bulletins de salaire. Depuis 2018, nous sommes certifiés ISO 9001 qui garantit l'organisation de la production, et cette certification est renouvelée tous les ans. Un plus également qui est important pour Externa, c'est notre service technique interne. Peu de cabinets de notre taille ont fait ce choix d'une grande autonomie par rapport aux éditeurs, et le but étant de pouvoir accompagner nos clients avec des délais de réponse les plus courts possibles. Et nos techniciennes qui font partie de ce pôle sont issues du service production de paye. Elles sont formées par nos éditeurs. Ce sont des gestionnaires de paye à la base. Ce ne sont pas des informaticiennes, mais ce sont des spécialistes de la paye qui ont été formés. Voilà, rapidement et en introduction, avant que Nathalie ne démarre, on souhaitait vous parler de notre politique RSE et de la volonté d'Externa de s'engager dans cette voie environnementale et sociétale, avec l'élection d'une référente RSE il y a quelques semaines, Pauline Frébeau, qui est gestionnaire experte au sein de la société. Et voilà, plus qu'un long discours, on va vous présenter une petite vidéo avec les actions à court terme que propose Externa. Et puis lors de la pause, Nathalie fera aussi une courte pause pour l'autre vidéo avec les actions à long terme qu'Externa souhaitera mettre en place. Voilà, je te laisse lancer la vidéo, Nathalie. Oui, allez, c'est parti.
la merci bien et à toi Nathalie. Bonjour. Bonjour à tous. J'apparais avec l'actu. On va essayer d'aller vite sur l'actu. Le gros avantage, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme je l'avais dit dans le teasing pour ceux qui l'ont vu, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup. Ben non, il n'y en a pas beaucoup. Donc, heureusement, il y a des jurisprudences. La Cour de cassation est par là. Euh, donc, vous verrez, il y a pas mal de jurisprudence. Après, c'est des choix aussi arbitraires de ma part, hein, mais bon, en termes d'actu, on ne peut pas dire qu'on soit débordé d'informations. Ah, donc, l'actu, on va aller assez vite, de manière à garder du temps pour les congés payés. C'est important. C'est important de garder du temps pour les congés parce que si les congés, pour certains, ce sont des congés, pour les services RH, c'est pas forcément toujours le cas. Donc, on va essayer de faire un point sur ce qu'il faut à peu près savoir pour pas trop se prendre les pieds dans le tapis. Donc, ça sera la deuxième partie j'allais dire de la matinée, mais non, de l'heure qu'on va passer ensemble. On va essayer d'être respectueux du délai. Pour ceux qui me connaissent, c'est difficile, hein. Donc, les 2 dernières fois, j'y suis arrivée. Je ne désespère pas de terminer à 11 heures. Donc, à 11 heures, vous pourrez prendre un café tranquillement ou plutôt une boisson fraîche. Bon, bref. En tout cas, on va démarrer sur l'actualité, comme je vous le dis, assez rapidement. Alors là aussi, donc, comme je vous dis, hein, on va être sur beaucoup de jurisprudence. Et je vais vraiment résumer, on va évidemment pas lire les diapos, c'est infernal. Donc, pour ceux qui concluraient un accord d'intéressement, qui le renouvelleraient s'il n'avait pas par renouvellement tacite, attention, lors de la conclusion d'un nouvel accord, vous devez le déposer dans les 15 jours de la conclusion. Donc, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau, c'est un arrêt récent qui confirme quelque chose qui est déjà appliqué par l'URSSAF en cas de contrôle. Si jamais vous déposez en retard votre accord, il prend effet. Les conventions tiennent de loi à ceux qui les ont faites, c'est-à-dire les parties qui signent un accord décident de s'engager. Donc l'engagement est conclu, l'accord va porter ses effets, l'intéressement, le cas échéant, sera versé au terme de l'exercice concerné. Par contre, les sommes que vous allez verser, elles ne seront pas exonérées. Et ça, c'est pas cool. C'est d'ailleurs que si vous avez déposé en retard l'accord, l'année de dépôt, compte tenu du fait que vous n'avez pas respecté le délai de dépôt, ben, l'année de dépôt, l'accord d'intéressement ne produira pas les effets escomptés en termes d'exonération. En gros, ça deviendra du salaire. En tout cas, pour la première année. Alors, bon, ça ne va pas durer pendant 3 ans si votre accord a une durée de 3 ans. À partir de la deuxième année, on va considérer que le délai a été plus que respecté, euh, puisqu'il est déposé depuis très longtemps, hein, pour le coup. Mais pour le premier exercice, attention, pas d'exonération. C'est pas nouveau, hein, c'est juste un rappel. 15 jours, c'est rapide, hein. 15 jours, c'est rapide. Voilà. Donc, du coup, juste un rappel. Plusieurs jurisprudences, hein, et donc j'ai fait un pack. J'ai fait un thème commun, en plus un thème que j'aime bien, donc je choisis des choses que j'aime en fait. La prévoyance. Alors, on va commencer par quelque chose là aussi qui n'est pas nouveau, qui n'est pas forcément appliqué, mais qui n'est pas nouveau et qui a été reconfirmé par la Cour de cassation concernant l'assujettissement à CSG-CRDS de certaines cotisations patronales de prévoyance. Ensuite, on va parler de quelque chose qui est inconnu, pardon, ça ne devrait pas, et qui est quasiment inconnu au bataillon, c'est le versement santé, puisqu'on a eu un nouveau barème de versement santé qui est entré en vigueur là, pour 2022. Et enfin, cette fameuse garantie d'essai et demi-cadre, qu'est-ce qu'elle couvre? Bon, voilà, bref, pas plus de suspense. Alors, diapo insupportable de nouveau, c'est si jamais vous voulez relire comme ça parce que vous vous ennuyez samedi soir, vous pourrez. Là, moi, je vais synthétiser, hein. Lorsque vous avez une prévoyance, hein, une protection sociale complémentaire, ça s'entend, hein. Alors, dans la prévoyance, il y a aussi la complémentaire frais de santé, hein. Souvent, on distingue, on dit oui, la prévoyance, c'est la mutuelle. Oui, enfin, bon, sauf que la mutuelle est une prévoyance. Bon. Enfin, la garantie frais de santé. Bon. C'est pas d'elle dont on va parler dans un premier temps. Lorsque la prévoyance que vous avez finance le maintien de salaire obligatoire. Exemple, vous savez que l'employeur est obligé de garantir un maintien de salaire légal, par exemple, à compter du 8e jour à 90%, à condition que le salarié ait un an de boîte. Bon. Si votre prévoyance garantit ce risque-là, c'est-à-dire que vous vous assurez contre un risque que vous devriez supporter. Je vous parle en qualité d'employeur. Il ne s'agit pas à ce moment-là d'une prévoyance au sens assujettissement à CSG. C'est-à-dire que cette cotisation patronale
doit, normalement, en paye, ne pas faire l'objet d'un assujettissement CSG. Vous savez que les cotisations patronales entrent dans la base de CSG payée par le salarié. Ben, cette cotisation-là qui finance ce risque, c'est cadeau. Voilà, on va le faire comme ça, je fais des résumés. Hein. C'est cadeau. Donc, nickel. Par contre, les autres prévoyances, celles qui couvrent, celles qu'on a souvent, celles qui couvrent les risques qui prennent le relais. Vous savez, quand on dit la prévoyance prend le relais, j'ai garanti 90 jours et puis au terme, machin. Euh, L'autre prévoyance, celle qui prendra le relais, en revanche, elle entre dans la base de CSG CRDS. Bon, vous allez me dire, ouais, d'accord, elle enfonce des portes ouvertes. Alors attention, si vous le savez, tant mieux, c'est super chouette. Attention, il y en a plein qui ne le savaient pas. Parmi vous peut-être, c'est pas grave. C'est simplement il y a des entreprises qui ne le font pas. Encore faut-il que le contrat de prévoyance que vous avez vous distingue les taux en fonction des risques. Donc, ça a été réaffirmé par la jurisprudence du 12 mai 2022, quand un contrat d'assurance couvre le tout. Parce que des fois, c'est du vrac. On couvre les deux. Ben, quand c'est du vrac, on essaie de trier. On essaie de trier. Et donc, quand le régime de prévoyance finance aussi un risque qui va au-delà de l'obligation maintien de salaire, ben, ce risque-là va être assujetti à CSG-CRDS, alors que le risque maintien de salaire qui serait à la charge de l'employeur ne le sera pas assujetti à CSG-CRDS. Donc, si vous mettez tout en vrac et que vous exonérez tout CSG-CRDS, vous ne serez pas super copain avec l'URSSAF, et donc, effectivement, dissocier. Ici, la Cour de cassation rappelle le principe, c'est un principe qui était déjà connu, qui était tellement connu qu'il faisait l'objet d'une circulaire DSS du bureau 5B depuis 2009, hein, donc ok. Elle rappelle le principe, elle semble le limiter à l'obligation légale dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, c'est-à-dire ce qui voudrait dire que si vous vous assurez contre des obligations conventionnelles, exemple 100% compte du premier jour, la Cour de cassation n'a pas l'air trop d'accord pour que ce soit exonéré de CSG-CRDS. Bon, pour l'instant, on a une circulaire DSS qui est d'ailleurs dans le BOSS, qui est opposable et qui vous exonère, même si vous garantissez des garanties conventionnelles, en exonérant de CSG la part patronale de ces garanties-là. Bon, à suivre. Vous savez que le BOSS nous sort sans arrêt des nouveaux textes, etc. Donc, à suivre le bulletin officiel de la sécurité sociale, pour ceux qui savent pas de quoi je cause. Voilà. Donc, voilà pour la prévention, c'est pas nouveau, mais c'est juste un rappel. Alors, le versement santé. J'ai fait, pour ceux qui suivent le blog Externa, une newsletter récemment sur ça. C'est d'ailleurs ça, je crois que j'ai à peu près repris dans la diapo, parce que c'est assez important. En gros, parce qu'on a la saison des saisonniers. C'est pour ça que j'en parle. Lorsque vous avez un CDD court, vous devez lui proposer la complémentaire santé. Bon, alors, déjà, il faut que vous arriviez à le croiser. Des fois, c'est des contrats très courts, et pourtant, c'est une obligation pour l'employeur de proposer la complémentaire santé à un salarié. Bon, et souvent, il va la refuser, soit parce qu'il est déjà couvert à titre d'ayant droit, donc assurez-vous d'avoir la dispense, soit parce que c'est des cours et qui fait l'objet des cas de dispense classique. Sauf que pour les CDD courts, normalement, ces CDD qui seraient assurés à titre individuel, hein, donc pas à titre d'ayant droit, machin, tout ça, hein, le gars, il vous dit, bah, de toute façon, moi, j'en veux pas au titre du CDD, et puis je suis assuré à titre individuel. Le salarié devrait avoir droit à une participation de la part de l'employeur. Ça s'appelle le versement santé, certains appellent ça le chèque santé. C'est une contribution de l'employeur qui est en pourcentage de la durée du contrat, de la durée du travail aussi, si ce n'est pas un temps plein, et qui dépend en principe du montant que l'employeur finance pour les salariés pour lesquels il finance la complémentaire santé. Je vais hyper vite. Faites attention quand même. Alors, là où on se cache derrière notre petit doigt, c'est que tant que le salarié ne le demande pas, on ne lui file pas. Bon, ok, très bien. C'est vrai que quand vous voyez dans la doc, vous avez ce que j'ai d'ailleurs écrit au milieu de la diapo à peu près, les salariés ont droit au versement santé s'ils en demandent à en bénéficier. Et souvent, vous avez cette phrase-là qui fait que ben, on se cache tous derrière notre petit doigt et puis on leur file rien. Sauf que normalement, c'est obligatoire, hein, puisque le salarié en CDD court a une dispense de droit au titre de la garantie frais de santé, et à ce titre-là, il aurait droit au versement santé. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que l'arrêté du 2 mai 2022, publié au JO du 4, a revalorisé le montant lorsque le montant n'est pas déterminable. Par exemple, la participation patronale est un pourcentage du salaire. Comme on n'a pas tous le même salaire, ça se saurait, ben, on ne peut pas savoir combien ça fait, etc. Bon, par exemple, voilà. Ben, lorsque le montant n'est pas déterminable, il faut prendre un montant de référence de 19,30 €.
comme part patronale de référence que vous allez majorer, proratiser en fonction de la durée du contrat. Bon, bref, c'est une question à part entière que je vais ici évidemment pas développer. C'est juste là aussi pour vous faire un zoom sur, attention, il existe quelque chose qui est une participation patronale lorsque le salarié n'a pas la garantie frais de santé pour les céder des cours. Et comme c'est de saison, voilà, j'en parle. Du coup, je voulais en venir, je ne sais plus. Bon, bref. Donc, mécanisme assez peu connu. D'expérience, je fais quand même quelques formations. Lorsque j'annonce le mot, bien souvent, les gens ne savent même pas que ça existe. Bon, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Ensuite, ça on connaît bien par contre. Depuis que l'AGIRC a été créé en 47, donc maintenant ils ont fusionné, mais en 47, lorsqu'ils ont été créés, ils ont inventé une obligation de cotisation garantie décès pour les cadres. C'est-à-dire que si le cadre décède, il y a un versement aux ayants droit d'un capital de 3 plafonds annuels de sécurité sociale. Voilà. Donc l'employeur, à ce titre, au titre de ce risque-là, est obligé de s'assurer. Et le coût de la cotisation est de 1,5% du salaire dans la limite du plafond. Bon. Cette obligation qui découlait des accords AGIRC de 47 à peu près a été reprise dans l'accord national interprofessionnel en 2017 lorsqu'il y a eu une prévision de fusion ARPO-AGIRC. Et donc, on est toujours sur ce financement 1,5. Sauf que si vous regardez l'accord national interprofessionnel, on vous dit que ce 1,5 va financer par priorité le décès. Ça veut dire qu'il peut financer autre chose, le 1,5. Et c'est donc ce que la Cour de cassation rappelle. Elle dit qu'en effet, l'employeur est obligé de cotiser à 1,5, mais que du coup, dans le 1,5, vous pouvez mettre plein de trucs. Et elle n'exclut pas le fait que vous puissiez mettre aussi les garanties frais de santé. En gros, je simplifie, vous cotisez à 1,5, vous financez par 0,5 le décès, et bien le 1% que vous devez consacrer aux cotisations peut parfaitement être utilisé pour les frais de santé. Alors vous allez me dire, mais c'est génial, c'est une super nouvelle et tout. Hyper prudent. Tous les éditeurs sont hyper prudents. Et alors, ne serait-ce que 2 problèmes, juste que je relève au passage. C'est déjà, si le mec il vous dit, ben, je veux pas de frais de santé. Pas de bol. Comment on fait si se dispense des frais de santé, bref, vous n'allez pas assurer vos ennemis. Et puis, deuxièmement, si votre frais de santé est calculé sur la base du plafond. Vous savez, souvent, c'est un montant forfaitaire et les prévoyances, pour avoir une augmentation mécanique du montant de la cotisation frais de santé chaque année, là, depuis 2 ans, ils n'ont pas de bol quand même, ils prennent en compte l'assiette qui est le plafond de façon forfaitaire. Bon, mais du coup, ça ne cadrera jamais avec 1,5% du salaire du mec, à moins qu'il soit pile au plafond. Enfin bon, bref, donc c'est la galère et puis en plus c'est hyper dangereux. En gros, c'est ce que vous disent si vous regardez de la documentation un peu avisée sur le sujet, on vous dit que c'est quand même un peu touchy. Donc pour économiser 3 ronds, c'est pas malin. Mais bon, j'en parle parce que ça a fait un peu jurisprudence, ça a été relayé, relayé, relayé. Voilà, donc c'est pour ça que comme on parle de la prévoyance, j'en profite pour revenir sur cette jurisprudence-là de mars 2022. Voilà. En parlant de prévoyance, quand on parle de prévoyance, on n'est pas très loin de la maladie. Vous en avez certainement déjà eu entre les mains, pour certains d'entre vous. Certains médecins ne les ont pas encore utilisés puisqu'ils écoulent les vieux papelards. Le formulaire d'arrêt de travail devient un formulaire unique. Là aussi, j'ai repris la note newsletter que j'avais utilisée. En gros, le formulaire, avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était marron pour les arrêts maladie et grosso modo violet ou bleu, on ne sait pas trop quelle couleur c'était, pour les accidents de travail. Bon, bref, aujourd'hui, c'est tout. Enfin, c'est tout ensemble. Donc, il faut une coche. Alors, je vais aller direct dans le truc là. Donc, sur votre arrêt là, auquel vous voyez rien, hein, c'est normal, je fais un zoom là. Voilà. C'est là, dans les cases à cocher, que le médecin va cocher si c'est un acté, si c'est une maternité ou pas. Voilà, donc vous notez au passage qu'il y a des motifs complémentaires. Le congé pour décès d'un enfant, alors je ne sais plus le terme que ça comporte, et tant mieux si je l'oublie parce que c'est dramatique. Bon, bref, vous avez d'autres motifs. Et bon, par ailleurs, vous avez des choses qui ont changé, donc la possibilité pour le médecin
d'indiquer les activités que le salarié peut exercer pendant son arrêt, le motif médical qui n'apparaît que sur la page 1, il n'apparaît plus dans la page 2, qui n'allait pas chez l'employeur malgré tout, mais la page 2 ne fait plus apparaître le motif médical non plus, la spécialité du médecin qui n'apparaît plus, enfin bon, voilà, des changements dans l'imprimé, grosso modo, c'est pour vous dire que vous risquez d'avoir entre les mains un CERFA. Faites super gaffe à ce qui est coché, parce qu'il se peut que vous ayez dans les mains un CERFA d'accident du travail. Le salarié ne vous a pas forcément informé de l'accident du travail. Vous êtes au courant au moment où vous recevez l'arrêt. Ah tiens, c'est un accident du travail, il aurait fallu que je fasse quelque chose, mais bon. Faites attention, c'est pas tellement visible comme avant. Avant, c'était coloré, hein, c'était violet. Donc là, le problème, c'est que du coup, vous aurez le même imprimé pour tous les arrêts. On est dans une démarche de simplification. Quand on voit le nombre de cases qui sont apparues en plus, on se demande où est la simplification. Mais... Bon, bref, voilà. Et enfin, alors là, je sais pas, je crois que tout le monde écoute RTL, en tout cas, tout le monde est au courant. Notre nouveau ministre du Travail qui a annoncé que les aides à l'apprentissage allaient être prolongées au-delà du 30 juin. On n'a pas de décret, hein. Donc ne me sautez pas à la gorge si le décret fait apparaître 7 500 € au lieu de 8 000. A priori, ça sera les mêmes montants. Comme on n'a pas les décrets, je reste prudente sur les montants, parce que je me suis fait sauter à la gorge par une amie à moi l'autre fois qui m'a dit oui, tu as écrit les montants, il n'y en a pas. Et c'est vrai, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Les montants, on ne les a pas tant qu'on n'a pas le décret. Donc, si ce sont les mêmes montants que ceux qui sont en vigueur aujourd'hui pour toute signature de contrat jusqu'au 30 juin, ben nickel. Si ça change, ne m'en voulez pas, c'est qu'a priori, ils ont annoncé une prolongation. Donc, on peut imaginer que ce soit dans les mêmes conditions. Voilà, donc ça, tout le monde est à peu près au courant que ça existait. Et enfin, j'avais promis dans le teasing de parler aussi un peu de la clause de non-concurrence parce qu'il y a eu 2 jurisprudences sur le sujet récemment. Donc, juste là aussi, diapo insupportable, juste pour samedi soir. Qu'est-ce que la clause de non-concurrence? En gros, vous avez une activité, il faut, enfin, si vous voulez protéger, enfin, si vous voulez pas que le salarié se barre avec vos clients et vos inventions et vos brevets, en gros, les brevets, en principe, ils sont déposés, mais le fichier clientèle, etc., bon, c'est quand même, parfois, dans certains métiers, peut-être malin d'insérer au contrat des clauses de non-concurrence. Cette clause doit être au contrat ou elle peut être signée en cours de contrat et donc acceptée par les 2 parties. Donc, il y a des conditions, elle doit répondre à l'intérêt légitime, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas interdire le salarié de travailler. Hein. Voilà. Il faut que ça soit très ciblé aussi par rapport à l'activité, par rapport à la limite. C'est pas dans le monde entier. Enfin, encore, si vous avez une activité qui est extraordinairement spécifique et qui est mondiale et que vous seul quasiment l'exercez, peut-être, pourquoi pas, mais enfin bon, vous devez avoir une limitation dans le temps, dans l'espace, surtout quant à l'activité. Et puis surtout, et c'est ça qui nous intéresse, puisque moi je vous rappelle au passage que je suis spécialisée en paye, il faut filer du pognon. Donc en fait, la clause de non-concurrence sans contrepartie financière, c'est comme si vous n'aviez rien. Donc cette contrepartie financière doit être prévue à la clause. Lorsque le contrat s'achève, si vous ne déliez pas le salarié, c'est-à-dire que si vous ne lui dites pas c'est pas grave, de toute façon, t'es pas très bon, donc du coup, tu me feras pas concurrence. Non, je plaisante, mais bon. Vous pouvez délier le salarié de la clause de non-concurrence, sinon, ben, la clause de non-concurrence prend son effet à la rupture du contrat, et ça veut dire que vous allez verser l'indemnité de non-concurrence qui est prévue dans la clause que vous avez signée avec votre salarié. Donc, et tant que le salarié respecte la non-concurrence pendant la durée qui a été prévue à la clause, vous allez continuer à verser. Et en gros, pour info, vous faites un bulletin chaque mois. Vous ne filez pas tout d'un bloc. Et donc, ça veut dire que si c'est pendant 3 ans, vous faites 36 bulletins avec l'indemnité. Et c'est du salaire. Et j'arrive à la Cour de cassation. Alors, j'arrive à la Cour de cassation, je reviendrai sur la diapo précédente. Hein. L'affaire que j'ai appelée numéro 2, parce qu'il y en a numéro 1, on va y revenir après. L'affaire numéro 2, c'est que la salariée ici a demandé non seulement le paiement de l'indemnité de non-concurrence, mais elle a demandé aussi le paiement de l'indemnité de congé payé sur cette indemnité de non-concurrence. Et comme la Cour de cassation a considéré que l'indemnité de non-concurrence a la nature d'un salaire, alors oui, elle ouvre droit à l'indemnité de congé payé.
Et c'est là où ça m'a donné l'idée de parler des congés payés d'ailleurs, hein, le lien, il est là. Mais on parlera des congés payés après. L'indemnité de non-concurrence doit être majorée d'une indemnité de congés payés, grosso modo 10% de plus. Je reviens sur une jurisprudence complémentaire qui est aussi sur le semestre qui vient de s'écouler. À quel moment la clause de non-concurrence peut être levée, si j'ose dire, hein, si vous considérez que vous renoncez à la clause de non-concurrence, à quel moment vous pouvez le faire dans le cadre d'une rupture conventionnelle? Parce qu'en fait, si vous voulez, souvent dans les contrats, on prévoit le délai de renonciation à compter soit de la notification du licenciement, soit de la fin du préavis, etc. Il est assez rare dans les contrats qu'on ait prévu les cas de rupture conventionnelle. Pour la simple et bonne raison qu'il est possible que quand le contrat avait été conclu, ça n'existait même pas. Dans le cas d'une rupture conventionnelle, la Cour de cassation ici nous parle, elle nous dit que c'est au plus tard à la date de rupture fixée dans la convention de rupture conventionnelle, donc la date que vous avez décidée pour vous quitter. Cette date-là, c'est la date à partir de laquelle vous allez pouvoir renoncer. Pardon, c'est la date au plus tard à laquelle, je vais y arriver, oui, vous allez pouvoir renoncer. Donc, pour ce qui concernait l'affaire ici, prenons des dates puisqu'on les a. Rupture conventionnelle conclue le 27 mars, à la limite on s'en fout. Effet 5 mai, on se quitte le 5 mai. L'employeur dit le 11 septembre au salarié, ouais non finalement la clause de concurrence, je te délie, mais non mais c'est trop tard. En fait c'est trop tard. Donc du coup voilà, c'est juste une précision sur, vous pourrez retrouver la cassation, je vous mets chaque fois les références, sur les délais. Respectez aussi les délais, c'est un peu comme pour déposer vos accords d'intéressement, ne soyez pas en retard. Bon voilà. Donc, concernant les clauses de concurrence, ça va un peu sans dire, hein, cette histoire d'indemnité de congés payés sur clause de concurrence. Sauf que la dernière fois que ça avait été dit, c'était en 2010. Bon, alors, je ne sais pas vous, mais moi, en 10 ans, j'oublie des trucs. Quand c'est votre métier, vous le faites. Hein, donc, les gestionnaires payent souvent, versent l'indemnité de congés payés sur les indemnités de non-concurrence. Mais pour ceux qui, depuis, n'en avaient pas eu, et pour ceux dont ce n'est pas le métier quotidien, il est probable que vous versiez vos indemnités de non-concurrence scrupuleusement tous les mois et que vous oubliez, et c'est tout à fait légitime, de majorer ça de l'indemnité de congé payé. Donc c'est juste parce que la Cour de cassation se prononce assez rarement sur le sujet que j'en ai profité pour en reparler. Puis surtout, ça me permet de sortir le maillot de bain. Vous avez vu, parce qu'on parle des congés et qu'il fait 45 degrés, si vous voulez. Donc, du coup, c'est l'occasion de parler, de faire un zoom sur les congés qu'on fera donc juste après. Juste après quoi? Juste après la vidéo que vous avez annoncée, Sylvie, tout à l'heure, que je vais vous partager. Comme ça, moi, je bois un coup. Et on se retrouve juste après la vidéo. À tout de suite pour les congés. À tout de suite. Pour commencer, qu'est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises? Il s'agit de l'ensemble des pratiques mises en place par des entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable. Elle repose sur 3 piliers, l'environnement, le social et l'économie. Elle nécessite une gouvernance transversale et forte pour être mise en place. Chez Externa, on prend la RSE très à cœur. C'est pourquoi je suis devenue référente RSE. Et j'ai eu plein d'idées. Dans cette vidéo, nous allons présenter mes projets à long terme. En premier lieu, je souhaite réaliser un bilan carbone de la société. Cela consiste à collecter des données sur l'entreprise afin d'établir un diagnostic et de développer une stratégie pour diminuer nos émissions de gaz. Mon deuxième projet concerne le tri sélectif. Je souhaite un recyclage total, à la fois sur nos déchets propres mais aussi organiques. Et cela passe par la mise en place d'un compost. Enfin, ma dernière mesure consiste à créer un partenariat avec une association afin d'aider des personnes ayant des difficultés de lecture ou de compréhension à mieux comprendre leur bulletin de salaire. Je souhaite aussi me rapprocher de la communauté RSE toulousaine. Cela me permettra d'être épaulée dans la mise en place de mes mesures et de réaliser une veille sur cette thématique. Alors, les congés payés. Bon, c'est de saison, hein, alors on va y aller. Déjà, ça serait bien si vous avez, je ne sais pas si tout le monde connaît, Kahoot.
ceux qui connaissent, vous avez déjà reconnu les petits dessins, voilà. Si vous avez un téléphone, je pense que c'est peut-être plus simple que sur votre ordinateur, ça vous permet d'avoir deux écrans. Pour vous connecter. Alors, surtout, n'installez pas d'application. Hein, je vous demande de ne pas d'installer d'application. Donc, soit vous êtes moderne, jeune, ou moins jeune mais moderne, et vous flashez le QR code, et ça va vous envoyer direct sur l'espace qu'il faut. Soit vous allez sur kahoot.it, mais ce n'est pas une appli. Vous allez sur votre moteur de recherche et vous tapez kahoot.it. Et vous aurez ici un code PIN qui va vous être demandé en tout état de cause, que vous soyez passé par le flashcode ou par le moteur de recherche. Ce serait vachement bien, ça, de faire un truc comme ça. Un code, oui, du coup, Sylvie n'a pas enlevé son son, mais ça me fait très plaisir qu'elle trouve que c'est vachement bien de faire un truc comme ça. Merci Sylvie. Oui, je mettrai ça à Eva, c'est génial. On va le faire aussi. Donc, c'est bien, parce que tu as fait un compliment, donc du coup, ça s'est entendu. Merci. Et donc, pour ça, alors, je ne sais pas, je vois deux personnes qui sont connectées pour l'instant. Et ça veut dire que les personnes ont compris ce que j'allais expliquer, c'est-à-dire vous saisissez le code PIN, le numéro qui est en haut là, à 7 chiffres, et ensuite, il vous faut vous mettre un pseudo. Ah, il y en a que je connais, ils se mettent Aveyron Habitat, je connais, bonjour. Donc, vous mettez votre pseudo, votre nom. Vous mettez ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez vous appeler Darvados si ça vous fait plaisir. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'on fasse déjà une petite intro sympa. Alors, je ne sais pas, moi, je vais regarder, est-ce que je peux savoir, mais je peux savoir combien vous êtes au départ. Ah, et vous êtes très nombreux, pareil, c'est chouette. Vous êtes 24, donc pour l'instant, connectés, il n'y en a que 8. Je vais compter qu'on va en avoir qui vont aller sur le caout une grosse quinzaine. Donc, à partir de 15-16, je vais lancer le jeu. Pour tout vous dire, c'est parce que si on attend trop, déjà d'une part, on n'aura pas le temps, et d'autre part, ça va jeter ceux qui étaient les premiers. Les premiers seront les derniers, du coup, ils se feront jeter. Donc, l'appli se met en veille. Donc, c'est pas cool. Et voilà, donc on va attendre encore un peu d'en avoir quand même 4 ou 5 de plus, hein, que vous soyez quand même représentatif. Hop. Voilà. Donc, d'habitude, pour ceux qui connaissent, il y a un son, il y a une musique. Là, vous n'entendez pas la musique. Je ne vais évidemment pas la faire, la musique, hein, mais c'est sympa quand il y a une musique. C'est pas grave. Hein. Sur les visios, c'est pas forcément toujours optimal. Hop, j'attends encore un tout petit peu. Alors, 11, ça fait un peu moins de la moitié. Ce qui arriverait à... Allez, on va attendre encore une ou deux personnes. Génial, génial. Allez, on arrive à 14 et puis je lance le truc. C'est parce que j'ai dit qu'on arrive à 14 que ça s'arrête. Excellent. Ah, ben voilà, il y en a un qui s'est fait jeter. Ah, ben désolé, je ne sais pas qui c'est, mais bon, désolé du coup. C'est ce qui se passe souvent. C'est que ceux qui se connectent rapidement, après, si on attend trop, les pauvres, ils sont éjectés. Allez, à 13, je lance le truc. Allez, on va démarrer. De toute façon, les autres pourront regarder. Alors, le principe, c'est que vous allez voir, il y a une question qui va s'afficher à l'écran de votre ordinateur, que je vais dire, moi, à l'oral, pour ceux qui n'ont pas l'écran aussi. Et c'est votre écran à vous qui va se diviser en deux. Bleu, c'est vrai, rouge, c'est faux. Donc, c'est des affirmations. L'ordre et les dates de congé de départ, enfin, des dates de départ en congé, sont fixées par l'employeur, communiquées à chaque salarié et affichées dans les ateliers, les bureaux, etc. Donc, en fait, l'ordre est fixé par l'employeur, c'est communiqué à chaque salarié et c'est aussi affiché ou communiqué par mail. Enfin bon, en tout cas, il y a une information qui doit être générale, vrai, bleu, rouge, faux. Oui, bon, vous êtes trop fort. Effectivement, il y a une obligation de communication. Évidemment, il faut quand même que le salarié soit là, que soit au courant que son employeur a accepté. On y reviendra d'ailleurs sur ça. Mais il faut un affichage. Alors, il est admis aujourd'hui que ce soit une communication par mail. Hein. L'affichage n'est pas forcément
obligatoire au sens tel qu'on l'entendait il y a certains temps. Des modes de communication autres que les affichages sont admis. Mais bon, en tout cas, vous avez raison. Ces fromages et desserts, il doit y avoir l'info plus l'affichage. Les conjoints et les partenaires de PAX qui sont dans la même boîte ont droit à un congé payé simultané, en même temps, hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire simultané. Vrai, c'est bleu, faux, c'est rouge. Je vous aide pas. Oui. Alors, oui, pour ceux qui ont répondu faux, vous avez peut-être en tête le fait que vous n'êtes pas obligé de donner les congés simultanés à des salariés qui seraient mariés ou pacsés, etc., et qui auraient leur conjoint dans une autre entreprise. Ça, c'est vrai. Quand il est dans une autre entreprise, le conjoint n'a pas forcément les mêmes dates de congé. Ce n'est pas une obligation pour chaque employeur de se caler, sinon, sinon on n'y arrive plus, hein, si toutes les entreprises de France devaient se coordonner. Par contre, dans la même entreprise, c'est une obligation pour l'employeur. Ouais. C'est une obligation pour l'employeur de donner les congés en même temps à 2 salariés. Voilà. Et comme je dis parfois, pour ceux qui me connaissent, pardonnez-moi pour la provoque, mais comme les salariés se reproduisent parfois entre eux, ben, ça arrive que vous ayez des salariés qui se marient grâce au travail. Donc, du coup, voilà, on se retrouve avec des salariés qui sont ensemble et qui ont droit au congé en même temps, sauvons les couples. Donc, en cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur peut modifier les dates de congé au moins 2 mois avant. Il faut qu'il prévienne au moins 2 mois avant. Vrai ou faux? Attention, hein? Vrai ou faux? Eh bien voilà. Et bravo à ceux qui ont dit faux. En fait, le piège, c'était une question piège, c'est le délai. C'est 1 mois. Bien sûr que l'employeur peut modifier les dates de congé avant le départ en congé. Par contre, le délai, c'est qu'il a jusqu'à 1 mois et pas 2. 2 mois, c'est un autre délai. C'est le délai qu'il doit respecter pour informer les salariés des dates de congé. Mais quand il doit les modifier en cas de circonstances exceptionnelles, commande exceptionnelle, etc., on y reviendra rapidos tout à l'heure. Ben, du coup, c'est 1 mois. C'était ça le piège. Je sais que c'était une question piège, pardon. Hein. Ne me lynchez pas. Donc, lorsqu'un salarié demande l'autorisation de prendre ses congés, si l'employeur ne répond pas, ça vous refuse. Vrai ou faux? Donc, le salarié demande, hein, officiellement, il n'a pas de réponse. Ça veut dire que l'employeur a refusé. Il y a une jurisprudence toute récente sur ça. Eh ouais, faux. Ça vaut acceptation. Il y a une jurisprudence toute récente là, qui vient de. C'est pour ça que j'ai mis cette question, qui vient de réaffirmer que si l'employeur ne répond pas, ben, le salarié était en bon droit de croire que c'était accepté. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a cette question. Un retour de congé tardif, il n'a pas envie de revenir, peut justifier une sanction disciplinaire ou même un licenciement. Il ne réapparaît plus. Il est parti en congé, il ne revient plus. Ou en tout cas, il revient, mais 4 jours après. Vrai, vous avez raison. On peut aller jusqu'au licenciement, ça dépend effectivement des circonstances, du temps qui met à revenir, si j'ose dire, mais oui, c'est vrai, vous avez raison. La plupart d'entre vous avez raison. Bravo encore. Hein. Le salarié qui prend 4 semaines de congé en août a droit à 2 jours de congé supplémentaires, ce qu'on appelle le fractionnement. Je prends 4 semaines en août, on me file 2 jours de plus. Vrai ou faux? Tout le monde. Ouais, bravo. Alors, c'est plus partagé, c'est normal parce que tout le monde ne connaît pas ou en tout cas, on capte rien au fractionnement souvent. En gros, le fractionnement, c'est quand tu fractionnes tes congés, c'est-à-dire quand tu les prends tout découpés. Donc, justement, l'idée de prendre plein de congés sur la même période fait perdre les jours de fractionnement. Donc, c'est pour ça que c'était faux. Le salarié qui prendrait les 4 semaines de congés pendant l'été, ben, il n'a pas des jours en plus. Parce que le fractionnement, par principe, c'est, on va dire, un dédommagement d'avoir des congés tout découpés dans le temps. On en parlera rapidement, vous verrez. Bravo. Un salarié qui prend. Ah ben tiens, de nouveau, ben, comment ça se fait? Pourquoi ça a remis la même? Ben, pardon, vous allez gagner du coup, j'espère. C'est la même question. N'importe quoi. Elle fait n'importe quoi, cette Nathalie. Ah ben, allez, vous le faites exprès, les deux. Il y en a qui le font exprès pour me faire râler. Ben, même pas je râle. Même pas. Donc, non, non, il n'y a toujours pas droit. Hein. Il n'y a toujours pas droit. Je sais que vous aimeriez me filer des congés en plus, mais il n'y a pas droit. Alors, les congés à temps les salariés à temps partiel.
ont des congés qui sont proratisés par rapport à leur horaire contractuel. Vrai ou faux? Tu es à temps partiel, tu as moins de jours que ton copain à temps plein. Vrai ou faux? Sur le principe, hein. Bien! Alors, je sais qu'il y a plein de boîtes qui le font parce que les temps partiels trouvent ça trop injuste, etc. Que quand ils posent une semaine, alors qu'ils ne travaillent que 2 jours, on leur en prend 6. C'est vrai qu'il y a des boîtes qui proratisent l'acquisition et qui ne prennent, lorsque le salarié prend une semaine, qui ne décomptent que les jours travaillés. Mais normalement, un salarié à temps partiel acquiert autant de jours, 30 jours en ouvrable ou 25 jours en ouvré qu'un temps plein. Et lorsqu'ils posent des congés, ils sont décomptés de la même manière que les temps pleins, donc non, il n'y a pas de prorata. Et enfin, pour indemniser les congés payés, on peut comparer le maintien et le dixième seulement une fois par an. On n'est pas obligé de le faire chaque fois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On n'est pas obligé de le faire à chaque prise. On peut le faire qu'une fois par an. Déjà, faut-il savoir ce que c'est le maintien et le dixième? On en parlera. Vrai, bravo, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Ouais, ça veut dire que quand le salarié prend les congés, peut tout à fait avoir le salarié qu'il aurait eu s'il était venu bosser. Et puis une fois par an, et souvent au mois de mai, juin, quand on solde la période de congé, quand on prend ces derniers jours, là, au mois de mai souvent, on fait une indemnité compensatrice du dixième. Ça donne l'impression au salarié d'avoir une petite prime avant les vacances. Donc, voilà, certaines boîtes font comme ça. Donc, eh ben, on va voir. Alors, du coup, on a, hop là, Caro, bravo, qui est troisième. Vous allez voir, il y a un podium, hein, ça rigole pas. Patricia, qui est seconde et qui a été le meilleur dans les congés payés. Val, je suppose que c'est Valérie, à moins que ce soit Valentin. Je ne sais pas. On a Christelle et Steph au fond là-bas qui courent derrière et qui sont quand même vainqueurs aussi. Donc, merci à tous. Je vais revenir sur les diaporamas. On va essayer de. Hop, hop là, attendez, de ne pas m'emmêler les pinceaux dans tous mes écrans. Et on va essayer d'aller assez vite. Hop, attendez, je reviens sur mes. Bon, je vais venir comme ça. Je vais partager l'écran comme ça. Vous allez voir. Voilà. J'espère que vous voyez correctement l'écran avec le quiz qui s'affiche. Enfin, le quiz. Le logo. Ou pas. On voit Nathalie, c'est bon. Ah, parfait. Merci, merci. Alors, les congés, bah, apparemment, ça n'a pas de secret pour vous, hein. Donc, si je vous dis que les congés s'acquièrent entre le 1er juin et le 31 mai et se prennent sur la période qui suit, bon, allez, ok, on ne va pas y passer des plombes. J'ai l'impression que vous êtes des cadors des congés, donc je vais passer vite sur ça. Je sais qu'il y a des entreprises enfin, vous avez possibilité par accord d'entreprise de faire une période de prise qui est une période de prise, par exemple, annuelle, 1er janvier 31-12. Bien souvent, dans ces cas-là, l'entreprise fait la période d'acquisition, pardon, 1er janvier 31-12, et fait une période de prise sur la même année. Ça peut arriver. Certaines entreprises ont des accords dérogatoires au 1er janvier 31-12 N, prise 1er janvier 31-12 N plus 1. Tout ça, c'est possible par accord. Le principe légal, on va rester sur les principes légaux, nous. Acquisition du 1er juin au 31 mai de l'année, prise depuis le 1er mai de cette année jusqu'au 30 avril de l'année prochaine. Je sais bien qu'en mai 2023, vous allez encore reprendre des congés. Bien souvent, on laisse un peu le temps aux salariés de solder les congés qu'il n'a pas eu le temps de prendre sur la période qui est rouge ici. Et donc, combien de jours il acquiert? Ben, c'est 30 jours ouvrables, a priori, ou 25 jours ouvrés, si vous préférez, sur une période entière. Donc, bien sûr, s'il rentre en cours d'année, il en aura moins, on va en parler. Donc, voilà, s'il entre en cours d'année ou s'il est absent, il va avoir, dans certaines situations, moins de jours de congé. Donc, en cas d'entrée en cours d'année, bien sûr, il en aura moins. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les congés s'acquièrent en travaillant. En gros, l'idée, c'est que tu bosses et puis au bout d'un moment, il va falloir que tu te reposes. Et donc, le salarié acquiert 2 jours et demi toutes les 4 semaines. Ça, c'est le code du travail. Et d'ailleurs, c'est tellement bête, si vous me permettez l'expression, c'est que normalement, le salarié a 2 jours et demi toutes les 4 semaines. Sauf que nous, on met 2 jours et demi chaque bulletin. Et un bulletin, vous savez très bien, c'est pas 4 semaines. C'est 52 semaines divisé par 12 bulletins. Pour nous, un mois, c'est 4 semaines 33. Pour les législateurs, c'est 4 semaines. Ce qui fait que, en gros, pour faire simple, le salarié, quand vous aurez fait 12 fois 4 semaines, il aura 12 fois 2 jours et demi. Donc les droits pleins. Sauf que 12 fois 4 semaines, ça fait 48. Et vous, entre le 1er juin et le 31 mai, il y en a 52.
vous pouvez vous y tordre dans tous les sens. Entre le 1er juin et le 31 mai, je vous garantis, il y a toujours 52 semaines. Hein. Donc, ça veut dire que les 4 semaines, en gros, hein, entre le 1er mai et le 31 mai, ben, ne servent pas pour le salarié à acquérir des nouveaux droits. Ce qui veut dire que quand le salarié est absent, normalement, pas de bras, pas de chocolat. Tu es malade, tu n'as pas de congé, sauf si votre convention collective assimile la maladie à des trucs. Bon. Il y a certaines absences assimilées par la loi à du travail effectif qui permettent d'acquérir des congés. Par exemple, la période de congé. Je suis en congé, j'acquiers des congés. Bon. La maternité, etc. Mais il y a des périodes comme la maladie qui légalement ne sont pas génératrices de congés. Et bien attention, je m'énerve, attention, toute période de maladie ne va pas diminuer immédiatement les congés du salarié. Même si la maladie n'est pas assimilée chez vous, il va falloir que le pompon il ait utilisé ces 4 semaines joker avant d'avoir des proratas de congés. Donc ne vous agitez pas à vouloir diminuer les congés sur le mois où il est malade, par exemple, parce qu'il faut que vous vérifiez entre le 1er juin et le 31 mai si ça fait déjà au moins 4 semaines, 24 jours ouvrables si vous préférez, ou 20 jours ouvrés si ça vous plaît, si ces jours-là ont été d'absence ont été utilisés. Moi, j'appelle ça des jokers. Bon, c'est pas joli, hein, mais bon, c'est pour que vous compreniez que le salarié a le droit d'être absent sans être assimilé à du travail effectif, sans pour autant de suite se retrouver avec des compteurs de congés qui dégringolent. Voilà, en tout cas, qui se remplissent pas. Mais sinon, le principe, en effet, il faut bosser pour acquérir des congés. Si tu bosses pas, tu n'as pas de congés sur les périodes où tu n'as pas bossé. Bon. Sauf que la Cour de justice de l'Union européenne vient nous titiller. Elle vient nous titiller. Alors pourquoi j'ai mis, des références, mais normalement, c'est une cassation récente là. J'ai pas mis la référence de la cassation, désolé, je sais pas ce que j'ai trafiqué. Bon, en tout cas, la Cour de justice de l'Union européenne, non mais là c'est la directive. Et après, on a la Cour de justice de l'Union européenne derrière, pardon, j'y suis. On a la directive européenne qui nous dit que le salarié doit avoir au moins droit à 4 semaines de congé, même s'il a été absent. Sauf que les directives européennes, elles ne s'appliquent pas directement dans les relations de droit privé. Elles ne s'appliquent pas directement dans le droit du travail, si vous préférez. Elles peuvent s'appliquer à des administrations, en tout cas à des entreprises qui ont autorité publique, mais elles n'ont pas d'application directe. Il faut que pour que ce soit applicable ici, dans les entreprises de droit privé, ce soit transposé soit dans la loi, soit repris par la Cour de cassation. Je prends un exemple ici. On a eu une décision justement en mars 2022, mais c'était une société de transport public, genre Tisséo, vous voyez, sauf que c'était à Grenoble. Et donc la salariée avait été malade, crac, on lui a enlevé les congés payés, donc elle a couiné. Et en fait, elle dit, mais moi je veux mes 4 semaines, etc. Et en effet, pour la Cour de cassation, là oui. Parce qu'en fait, l'entreprise avait été une entreprise assimilée, enfin, à une entreprise avec autorité publique. Voilà. Donc, pour les employeurs secteur privé, pas d'affolement tout de suite. Pour ceux qui sont, attention, suivez mon regard, parmi vous, un peu avec statut d'autorité publique, effectivement, tout ce qui est directive européenne, vous devez le savoir, et tout ce qui est Cour de justice de l'Union européenne est normalement applicable, c'est-à-dire opposable à l'entreprise. Voilà. Donc, ce qui se passe pour les salariés de droit privé, c'est qu'il faudrait attaquer l'État pour défaut de transposition. En gros, on est européen, mais de temps en temps, on fait semblant de ne pas l'être. Et vous savez, on ne transpose pas tout. Et donc, en fait, au bout d'un moment, il faut secouer l'État en disant, oh, on est européenne, ça s'applique à nous. Bon, bref. Donc, tant que vous n'avez pas. Donc, ça, on oublie un peu, nous, pour la plupart d'entre vous, vous êtes employeurs de droit privé, donc vous oubliez. Pour avancer, parce qu'on a vachement de trucs à dire. Donc, les congés, ben, comme vous l'avez dit, hein, enfin, non, c'est pas sur ça, ils doivent être, comment dire, décidés par l'employeur, on va dire. Mais en tout cas, l'employeur doit faire en sorte que le congé soit pris. On va pas dire, bon, t'as pas pu les prendre, mais de toute façon, je te les payerai. Ah non, non, mais ça marche pas. Je te les paye, c'est quand tu pars. Le salarié, on ne lui paye pas les congés parce qu'il n'a pas pu les prendre. On ne peut pas remplacer la prise de congé par une indemnité. Le salarié non plus ne peut pas dire, oh là là, mais moi j'adore trop ce que je fais, je n'ai pas besoin de me reposer, que de travailler ça me repose, donc je peux faire du pognon. Ça ne marche pas non plus, ça ne marche pas. En fait, les congés doivent être pris et donc la prise se fait
sur ma période qui était rouge tout à l'heure, entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante, sachant qu'à l'intérieur de cette période rouge, il y a ce qu'on appelle la période de congé principale, qui va du 1er mai au 31 octobre, que certains appellent l'été. Je vous fais remarquer qu'on est au mois de juin, en effet, c'est l'été, hein, si on n'est pas encore le 21. Donc, 1er mai, 31 octobre, période de congé d'été. Sur cette période-là, il doit y avoir forcément des congés qui sont pris. Alors, j'ai peut-être pas tout écrit. Je ne l'ai pas écrit d'ailleurs, j'aurais dû l'écrire. C'est 2 semaines minimum sur cette période-là. 1er mai, 31 octobre, 2 semaines au moins. Et 4 semaines au plus. Ouais, vous allez me dire, on en a 5. Oui, alors bon, vous en avez 5. Ça veut dire que la 5e semaine, elle sera prise après le 1er novembre. Hein. Vous avez normalement, à part exception, donc j'y viens. Hop, j'y vais là. Attendez, hop là. J'ai dû le noter à un moment donné. On y reviendra. À part exception, sinon, les salariés ne peuvent pas prendre les 5 semaines d'affilée sur la période entre le 1er mai et le 31 octobre. Il doit y avoir nécessairement maximum 4 semaines pendant la période d'été et la 5e semaine en dehors de cette période-là. Ça, vous connaissez. Donc, c'est un accord d'entreprise qui définit les périodes. Chez nous, les congés, ça sera peut-être pas au mois d'août quand on est en front de mer. Hein. Voilà. Qui va décider comment on va privilégier l'ordre des départs. OK. Et sinon, c'est l'employeur qui décide. C'est en principe l'employeur qui décide des dates de congés, même si je sais que ce sont les salariés qui posent les congés. C'est l'employeur quand même qui a la décision de les accepter ou pas et qui va devoir respecter l'ordre, notamment vos conjoints qui sont mariés. Voilà. Donc, c'est pas le salarié qui dit je veux ça et je tape du pied, je suis très en colère et je veux que ce soit comme ça. Ça marche pas non plus. Hein. C'est l'employeur qui va trouver. Et enfin, enfin pas enfin, mais pour ce qui concerne le salarié qui déciderait de partir alors qu'il n'a pas eu l'autorisation de son employeur, ça marche pas non plus. Hein. Moi, je voulais le mois d'août, on n'a pas voulu me le filer, je suis partie quand même. Donc, en fait, non. C'est l'employeur qui décide et le salarié ne peut pas partir en congé s'il n'a pas eu l'autorisation de son employeur. Par contre, sur l'autorisation, justement, cassation, avril 2022, ici, on avait un salarié qui, le 27 juin, avait dit « Oh, le 27 juillet, alors ça tombe bien, c'est le jour de la Sainte-Nathalie. Oh, le 27 juillet, je me tire. Je ne serai pas là. Je prends un jour de congé. » Donc, l'employeur n'a rien dit. Il n'a pas répondu. Le 27 juillet, le salarié, on allait faire la bamboula, hein, parce qu'on a fêté ma fête, hein, très bien. Et sauf que le 28, il s'est pris un avertissement. Enfin, en tout cas, son retour, il s'est pris un avertissement. La Cour de cassation, évidemment, a dit « Mais non, ce que vous avez dit, vous, dans le caout. Vous avez dit que si l'employeur ne répond pas, ça ne veut pas dire que c'est un refus. Ça veut dire que c'est une acceptation. À condition que le salarié puisse prouver qu'il l'a bien demandé. Alors, c'est sûr que s'il y a pensé dans son coin et qu'il n'a rien demandé à personne, ça ne marche pas. Hein. Mais s'il a demandé à l'employeur et que l'employeur n'a pas répondu, ça vaut acceptation. Donc, ça rejoint ce que vous avez parfaitement dit tout à l'heure dans le caout. Donc, les congés, normalement, on va le voir, l'employeur doit fixer les dates, par priorité, etc., informer les salariés 2 mois avant, on y reviendra. Sauf que parfois, des circonstances exceptionnelles peuvent l'amener à modifier ces dates. Moins d'1 mois avant la date prévisible de départ, normalement, l'employeur n'a pas le droit de modifier les dates. Par exemple, le salarié devrait partir le 30 juin. Il ne peut pas aujourd'hui lui dire ben non, tu ne partiras pas le 30 juin. En principe, il aurait dû le prévenir le 30 mai au plus tard, parce qu'une modification de date est toujours possible, en effet, circonstances exceptionnelles, sauf qu'il faut un délai de prévenance quand même de 2 mois. Et c'était 2 mois dans le cas où c'était le piège, rappelez-vous. Donc ici, on a encore une jurisprudence d'un employeur qui a tenté le coup en disant « Ouais, mais moi, ce que j'ai modifié, moins de 2 mois avant, c'était la 5e semaine. La 5e semaine, elle ne compte pas, c'est pas pareil, elle n'est pas gérée pareil. » Pas du tout. Il n'y a pas de différence entre les 4 semaines, la 5e semaine, etc. Que ce soit la 5e semaine ou les 4 autres semaines, les règles de modification avec le délai de mois, ça s'applique, ça s'applique. Voilà. Ici, j'ai pris du dictionnaire permanent social, un dessin super chouette avec un exemple d'un salarié qui aurait ses congés, pour lequel l'employeur aurait accordé les congés du 1er au 15 août, avec tout le truc là. Je communique le 1er mars au plus tard, parce que ma période de congé s'ouvre au 1er mai, donc 2 mois avant la période de congé, j'informe. 1er mai, début de période de congé chez moi, ok. 1er juillet,
Dans mon cas ici, c'est 1 mois avant la date de départ du salarié en congé. À partir de ce moment-là, je ne peux plus modifier les dates de mon pompon. 1er août, il va en congé, tout. 1er 15 août, etc. Donc, ma période de congé, 1er mai, 31 octobre, période de congé principal. Je n'ai pas dit qu'après, c'était fini, hein, mais c'est plus le congé principal. Cette période étant ouverte au 1er mai, c'est au 1er mars que vous devez informer au plus tard vos salariés parce qu'il faut 2 mois de prévenance sur l'information, l'affichage, le machin, avec les ordres, tout ça, des dates de congé. 1 mois avant la date de congé. Ça aurait pu être 13 août, on aurait dit le 13 juillet. 1 mois ou plus tôt avant la date de congé, enfin, vous ne pouvez plus modifier dans le délai d'1 mois qui précède la date de départ en congé, le congé du salarié. Enfin voilà, le schéma, je trouvais plutôt super bien fait. Il vous cite voir question-réponse 55, c'est parce que j'ai extrait ça d'un ouvrage donc, du dictionnaire permanent social qui était une question-réponse spéciale sur les congés. Et c'est pour ça qu'il vous cite un truc que je n'ai pas effacé, j'ai laissé tel quel le schéma pour rendre à César ce qui appartient à César. Donc vous avez voir question-réponse 55, vous n'avez pas la question-réponse 55 dans le diaporama, hein, c'est juste la référence à la documentation. Souvent, on se demande si les congés peuvent être pris par anticipation. En fait, on a souvent un abus de langage. On utilise l'anticipation comme étant la prise de congé au fur et à mesure de l'acquisition. Il est évident que si j'arrive chez vous, là, vous m'embauchez, quelle erreur, vous m'embauchez aujourd'hui. Dans 15 jours, je vous dis, en fait, je prends 3 semaines. Ouais, enfin, bon, normalement, je n'ai pas droit. Enfin, en tout cas, si je me barre 3 semaines, ce n'est pas des congés payés. Ou alors, vous êtes super sympa. Parce que si vous me payez 3 semaines, là, alors que je suis là depuis 15 jours chez vous, ça, c'est du congé par anticipation. C'est-à-dire que vous êtes en train de me payer des congés que je n'ai pas encore acquis. Bon, ça, normalement, non. Ce n'est pas possible. Par contre, j'arrive aujourd'hui chez vous, à Noël. Ouais, on a un peu le temps encore. Hein. Je prends 3 jours. D'ici là, avec un peu de chance, j'aurais quand même acquis 3 jours de congé. À moins que j'ai été toujours malade. Mais sinon, j'aurais acquis 3 jours de congé d'ici là. Donc, ces congés-là, même si on n'est pas encore au 1er mai de l'année 2023, je vais pouvoir les prendre parce que je suis sur la période d'acquisition et mes congés sont déjà acquis. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'anticipation. Mais en réalité, ça n'en est pas. En réalité, c'est des congés que j'ai déjà acquis que je prends. La condition pour que je puisse les prendre, c'est qu'à ce moment-là, au mois de Noël, là, autour de Noël, dans l'entreprise, il y a des congés. Que ce soit une période de congés. Parce que si c'est une période où personne ne prend des congés, c'est pas parce que moi je suis gentille que j'aurai droit. Donc, il y a des conditions, mais ce n'est pas de l'anticipation. Hein. C'est possible. Hein. Ça a été réaffirmé là récemment. Enfin, récemment. Ça avait déjà été dit par Martine Aubry en 2000, mais tout le monde avait oublié. Ça a été réaffirmé récemment, donc en principe, les gens le savent. Quand les congés ne sont pas pris, normalement, il faut les prendre. Et en fait, il faut que l'employeur prouve que le salarié a pu les prendre. Voilà. Normalement, les congés, c'est fait pour être pris. Et s'ils ne sont pas pris, en principe, ils sont perdus. Et là, vous allez me dire, mais non, elle dit n'importe quoi. Alors, je sais que quand ils ne sont pas pris, il y a des cas dans lesquels ils sont automatiquement reportés. Exemple, je suis malade et je ne reviens de ma maladie que après que la période de prise soit finie. Normalement, ma période de prise rouge dans mon dessin tout à l'heure, quand elle est finie, c'est fini. Je ne peux plus les prendre. Sauf si j'ai été dans certains cas, là, je ne vais pas tous les citer, à ce moment-là, les congés que je n'avais pas pu prendre du fait d'un de ces cas-là sont reportés. Dans la vraie vie, les entreprises souvent reportent aussi, en dehors de ces cas-là, les congés d'une année sur l'autre, ce qu'on appelle les reliquats. Ce n'est pas une obligation, hein, normalement, mais ça peut être un usage, ça peut être une disposition conventionnelle, mais les dispositions légales de report obligatoire, les voilà. Alors, je vais essayer d'aller super vite, c'est déjà 11 heures. Les fractionnements, alors c'est toujours des histoires sans fin. En gros, si chez vous, vous avez plus de 5 semaines de congé, ce que je vais dire ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous avez déjà des jours de congé supplémentaires, vous oubliez. En fait, souvent, quand on a des jours de congé supplémentaires, il y a eu des renonciations à des jours de fractionnement, la plupart du temps. Bon, donc, règle écrite, mais en fait. Le fractionnement, c'est quoi? C'est le mec, le salarié, qui prendrait, par exemple, 2 semaines l'été, et à qui il reste des jours de congé qu'il aurait dû prendre l'été, et qu'il ne prendra pas avant le 31 octobre. Si votre salarié prend moins de 4 semaines l'été, il va forcément lui rester des jours de congé. Bon, la 5e semaine, évidemment, on avait déjà dit qu'elle devait être prise après, donc celle-là, on ne la compte pas. Mais sur les 4 semaines, si le salarié
On prend par exemple 3 l'été, il va lui en rester une. Eh bien, s'il lui reste une semaine de congé, ça veut dire qu'il lui reste 6 jours ouvrables, plus 2. C'est ça le fractionnement. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est lui qui a voulu prendre que 3 semaines l'été parce qu'il ne supporte pas les gosses des autres à la mer. Ouais, non, enfin, ok, mais c'est pas une raison. C'est l'employeur qui a accordé les congés. C'est pas parce que c'est le salarié qui les a posés et que ça entraîne du fractionnement que l'employeur va dire, ben non, t'as pas droit au fractionnement. Il faut une renonciation expresse. Ce que peut faire l'employeur, juste je vais vite, c'est dire, je ne t'accorderai les congés qui ouvrent du fractionnement que si tu me fais une demande de renonciation expresse. C'est-à-dire, tu poses ces 3 semaines-là, je sais que du coup, ça va te donner 2 jours de plus, je ne t'accorderai tes 3 semaines en août que si tu me fais une demande de renonciation express. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Et c'est pas des espèces de trucs pourris avec j'ai une case à cocher qui est déjà cochée d'office. Voilà, le fractionnement, il faut une renonciation express. C'est pas dans ce truc pourri, j'en vois quand même. Ah ouais, chez moi, c'est déjà coché. Non, ça ne peut pas être déjà coché. Je suis morte de rire. Donc, voilà. En vrai, il faut qu'il y ait vraiment une renonciation expresse du salarié. Donc, il y a des systèmes, si j'ose dire, qui vous permettent d'avoir la renonciation du salarié. N'essayez pas de passer à côté. Voilà. Donc, le fractionnement, c'est un droit normalement. Il peut y avoir des renonciations collectives. Euh, mais sinon, la renonciation, normalement, est individuelle. Bon, le décompte, vous le savez, hein, euh, le décompte, c'est soit en ouvré, soit en ouvrable. Ça, c'est des choses qu'on a déjà dites. 12 jours pendant l'été, minimum 24 jours maxi, sur la diapo, qui est insupportable à lire. Euh, Ça peut être en ouvré ou en ouvrable. Il ne faut pas que quand c'est en ouvré, ce soit moins favorable pour le salarié. Le premier jour de congé, c'est le premier jour qui aurait dû être travaillé. Et le dernier jour, c'est le premier jour, enfin, comment dire. Exemple, je pars le vendredi soir en congé. Moi, je crois que je suis en congé vendredi soir. Parce que ça me dit dans ma tête, je suis en congé. En réalité, je suis en congé que lundi. Le premier jour de congé, c'est le premier jour qui aurait dû être travaillé. Ouvrable, ouvré. Voilà. Donc, et le dernier, par contre, c'est le dernier ouvrable, ouvré qui aurait dû être travaillé. C'est pour ça que le deuxième samedi, là, je pars la semaine prochaine. Le samedi prochain, ça sera un jour de congé. Ah ouais, je travaille jamais le samedi. Ah, même si je suis en ouvrable, il me sera décompté. Bon, mais tout ça, vous le savez, hein. Donc là, je vous ai mis des exemples pour des mecs qui sont à temps partiel. Le décompte se fait de la même manière. Le décompte, c'est la même chose pour les temps partiels, hein. Cette histoire de jours fériés, cette année, peut-être moins, l'année dernière, je ne vous raconte pas, on a eu je ne sais pas combien de jours fériés qui sont tombés des samedis. Quand le jour férié tombe un samedi, que vous êtes en ouvré, si dans l'entreprise, il n'y a pas de jour de congé supplémentaire, vous devriez donner au salarié qui a posé des congés sur cette semaine-là un jour de plus. Exemple, le salarié pose la semaine du 14 juillet. L'année dernière, c'était un samedi. Il est en ouvré. Eh bien, il perd le samedi, alors que son copain qui est en ouvrable, il gagne un jour de congé. Comme le décompte en ouvré devient moins favorable, vous devez filer un jour de plus à votre salarié. En ouvré, hein. Sauf si dans la convention collective, il y a déjà 2 ou 3 jours de plus de congé que dans la loi. Dans ce cas-là, vous êtes dispensé de filer un jour de plus. Bon, et alors là, on n'aura pas le temps, si je veux respecter le délai, mais c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, encore, qui vient nous gratter, alors c'est pas transposable, je ne vais pas refaire l'histoire, mais nous dit que quand, voilà, ici en France, on fait ça. Le salarié travaille 1 heure de plus chaque jour. Normalement, il fait 7 heures. Lundi, il en fait 8. Mardi, il en fait. Bon, bref, il a fait 3 heures de plus parce qu'il sait qu'il ne va pas être là à la fin de la semaine. Donc, il essaie de finir son boulot. Il fait 3 heures de plus. Chez nous, ce n'est pas des heures sup. Parce que sur la semaine, il n'a pas dépassé 35 heures de travail effectif. La Cour de justice de l'Union européenne, elle nous dit mais si, les congés payés sont du travail effectif. Parce que sinon, en fait, l'idée de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est qu'il ne faut pas dissuader les salariés de poser des congés. Il ne faut pas que parce qu'ils perdraient de l'argent, ils n'aient plus envie de poser des congés. Voilà le jugement qui a été donné. Là, on est sur du janvier 2022. Et après, on est sur le paiement. Là, je vais passer parce que franchement, si je veux regarder les questions, enfin, il n'y en a pas, mais on n'aura pas le temps. Donc, c'est ou le maintien ou le dixième, mais vous avez cartonné à la réponse, donc je suppose que vous savez. Juste quand même, une information, donc je vous ai mis la formule du dixième. Dans le dixième, franchement, si vous avez des comptes, moi j'ai encore un contentieux là, exceptionnellement, je vais défendre en travaillant avec un avocat, un salarié. Franchement, c'est 7 300 balles que de congés payés sur des coms pour un commercial sur 3 ans, quoi. Hein, donc, s'il y a des coms dans les salaires de référence, faites le dixième, quoi. Ne faites pas le maintien.
pour un salarié qui a des salaires variables avec du salaire qui représente du travail. Je vous parle comme si vous étiez au courant de l'affaire, mais j'ai un salarié qui a été commercial, qui avait 2000 balles de fixe, à peu près autant de com chaque mois. Quand il prenait ses congés, on lui maintenait 2000 euros. Vous allez me dire, oui, une clause de contrat, etc. Alors, aussi, les clauses dans le contrat qui disent que les coms intègrent les congés, c'est pourri. Hein. Bon. Donc, ils lui ont maintenu le salaire de 2000 balles quand il prenait les congés. Ils n'ont pas mis dans le 10e les coms. Et bien, ça représente typiquement pour ce salarié-là 7300 euros de rappel de salaire, plus le préjudice, oh là là, je suis presque mort, 7300 euros de salaire, de rappel de salaire sur 3 années. C'est énorme. Hein. Donc, le 10e, le 10e, le 10e. Voilà. Et dans le 10e, hop, à gauche, c'est tout ce que vous prenez. À droite, c'est tout ce que vous pouvez ne pas prendre, mais 9 fois sur 10, c'est des salaires qui sont en bas. Donc, vous les auriez pas pris en bas. Ils sont en bas. Donc, voilà. Et voilà. Et après, si vous avez dans l'entreprise, on en a parlé plusieurs fois quand j'ai présenté, et je vous ai dit, ah, si vous avez des jours en plus, ah, si vous avez des jours en plus. La règle du 10e, quand vous avez des jours supplémentaires, vous faites le salaire annuel et vous majorez par 32, c'est ça, hein. C'est si vous avez 32 jours au lieu de 30 chez vous, ou 27 au lieu de 25, vous faites la majoration de l'indemnité à hauteur du nombre de jours que vous avez sur le nombre de jours que la loi stipule pour la règle. La règle, elle est pour 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables. Si vous en avez 2 de plus, il s'agira de les payer. Il ne s'agira pas juste de les lui filer. Il faut que ça représente de l'argent. Et pour que ça représente un 10e de plus, enfin de l'argent au titre du 10e en plus, il faut majorer l'indemnité du 10e par la formule que je vous ai mis là. La règle du 10e doit être majorée du nombre de jours que vous avez dans l'entreprise sur le nombre de jours légal. Voilà. Et après, je vous ai mis une cas pratique pour vous occuper samedi. Parce qu'il paraît qu'il fait super chaud demain. Et bien, du coup, vous prenez votre cas pratique. Je sais pas si d'ici là, je vais faire en sorte que vous ayez le support, comme ça, vous aurez le corrigé. Voilà. C'est comme ça, vous allez vous entraîner à faire des calculs de congé. Elle est pas belle la vie, samedi après. Voilà. Bon, ça a été hyper rapide, je suis désolée. Vraiment, je ne pouvais pas. Je vais hyper vite. Mais j'ai trop prévu de choses. Je regarde le chat, voir s'il y a des questions. Voilà, oui, il y a des questions. Hop là, attendez, je regarde les questions. Si l'entreprise ferme 3 semaines en août et qu'on n'a pas acquis assez de jours, dans ce cas, on fait quoi? Eh bien, on est en absence non rémunérée normalement. Avant, il existait de l'activité partielle pour congé payé, qui était indemnisée par la directe. Ça s'appelait la directe, ça s'appelait peut-être même l'inspection du travail à l'époque. Et bien maintenant, non. Donc, en fait, le salarié va être absent, non rémunéré. Souvent, les entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles lui demandent là, pour le coup, de prendre des congés par anticipation. Mais normalement, on n'a pas à indemniser des congés non encore acquis. Et la fermeture de l'entreprise oblige le salarié à être absent, évidemment. Et donc, il va y avoir une partie de la période de fermeture de l'entreprise qui va être indemnisée au titre des congés déjà acquis. Hein, par exemple, 2 semaines déjà acquises. Et la 3e semaine, il va être en absence non rémunérée. Sa réponse est assez claire. Hein. Désolée, je dois vous laisser. Ben, Emmanuel, au revoir, elle est déjà partie. Et merci de dire que c'était très intéressant. Ouais, c'était rapide, mais bon. Les congés s'acquièrent. Alors, attendez, parce que Laurie, je crois qu'il me manque un bout de question. Donc, les congés s'acquièrent du 1er janvier. Quand les congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre? Comment se calcule le 10e quand les congés, oui. Alors, on ne peut pas le faire au cours de l'année. Quand vous avez la même période acquisition et prise en même temps, vous ne pouvez pas présumer de la somme des salaires bruts perçus pendant la période d'acquisition. Parce qu'en fait, le 10e, c'est ça. Hein. Hop, je reviens sur la diapo qui vous donne le 10e. C'est vous devez faire la somme des salaires bruts de la période d'acquisition fois 10%. Vous, c'est 1er janvier, 31 décembre. Tant que vous ne serez pas au 31 décembre, vous ne savez pas combien il y a de pognon. Hein. Donc, ce qui se passe quand on est sur une unicité de période de prise et d'acquisition, on fait le maintien lors de la prise et à la fin de l'année, on fait la régule. Ça répond à votre question, Laurie, mais on ne peut pas le faire au fur et à mesure, c'est vrai. Vous ne pouvez pas présumer de ce qui va représenter la somme des salaires au titre de l'année d'acquisition, puisque l'année d'acquisition n'est pas finie. Voilà, ça ne peut marcher que par régule dans votre cas. Ah ben, avec plaisir, Laurie. Si c'est parfait, tant mieux. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, Sylvie, à moins qu'elle soit déjà partie, Sylvie elle a pris son maillot, elle était déjà partie. Non, je ne suis pas partie, Nathalie. Je suis là. Et puis, tu nous as donné des devoirs de vacances. Alors, je vais m'y plonger. On va tous y plonger. Merci.
Je remets le devoir de vacances, ouais. Ouais. Bon, écoute, merci Nathalie. Ben, avec Merci pour plaisir. cette présentation. C'était très complet, comme d'habitude. On enverra le support de ta présentation à tous les participants. Et puis, on vous donne rendez-vous à la prochaine Web Actu ou matinée pour ceux qui sont sur l'Occitanie. Et on va souhaiter de bonnes vacances avec beaucoup de congés à tout le monde. Voilà, c'est ça, on est dans le Hein? sujet. Oui, bonnes vacances à tout le monde. Ça y est, on a un avant-goût de ce qui va être l'été. Voilà, c'est ça. C'est cool. Merci Nathalie, Merci merci à tous d'avoir participé à cette Web Actu. Et puis à bientôt, on vous se tient à vos dispositions si vous avez des questions. Merci à tous. Au revoir et bonnes vacances à tout le monde. Au revoir. Au revoir.